Bienvenue à l'Axil. Vous êtes plus de 220 ce soir. Vous pouvez vous applaudir. Alors, William Goldnadel, qu'on connaît tous, qui est évidemment une personnalité publique connue, reconnue, brillant avocat, et également avec une capacité à s'indigner qui est particulière. On aura l'occasion de lui en parler. En deux mots, bienvenue donc à l'Axil. L'Axil, au niveau culturel, c'est plus de 30 conférences par an, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Des conférences de qualité. On essaie de satisfaire un petit peu tout le monde, mais également des expositions artistiques, des spectacles. Bref, tout ce qui fait la force de notre communauté, qui s'adresse à tout le monde et qui permet à chacun de se retrouver. Alors, cette soirée est en partenariat avec Israël Bonds. Donc, William arrivera tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Il nous présentera notamment son livre « Vol au-dessus d'un nid de cocu ». Alors, je vous rassure, il n'y aura pas de révélation ni d'invective. Chacun peut rentrer chez soi tranquille, mais le livre s'adresse également et surtout à une espèce de critique du wokisme omnipotent. Et William saura le décrire avec toute la verve qu'on lui connaît. Et nous terminerons par, évidemment, et vous l'attendez, des questions-réponses. Nous vous donnerons la parole. Vous pourrez échanger avec William Goldnadel et nous terminerons par la dédicace de son livre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vais vous parler un peu de mon livre, et puis après, on enchaînera sur les questions. En général, même si je fais peu de conférences, j'ai une bonne mémoire pour ça. En général, chez les Juifs, vous n'êtes pas avare de questions non plus, donc il ne va pas y avoir beaucoup de blanc entre nous. Et à mon avis, il faut à un moment dire que... Voilà. Oui, alors, j'ai commis ce livre, Vol au-dessus d'un nid de cocu. Je l'ai fini, il y a un petit mois. Et il suivait, vous savez bien, mon journal de guerre et aussi le journal d'un prisonnier. Il tient plus, à mon avis, du journal d'un prisonnier que du journal de guerre, dans le sens où je pense qu'il est plus amusant. Je ne me suis pas amusé beaucoup pendant le journal de guerre. Le journal de guerre, c'était une thérapie pour moi. J'étais content que Fayard me propose ça, parce que je l'écrivais quand je rentrais de chez Pro le soir. J'écrivais on va dire, de 11h à 2h du matin, et ça m'a vraiment servi de thérapie. Je ne savais pas que ce livre allait intéresser autant. Ça m'a fait du bien. Et par contre, le journal d'un prisonnier, qui traitait plutôt du wokisme, je l'ai écrit en me marrant. Je l'ai vraiment écrit en me marrant, et en même temps, mais moi c'est pareil. Moi, même, vous me connaissez un peu, je suis jamais sérieux et je le suis toujours. Non, mais c'est vrai, vraiment. Donc, voilà, le journal d'un prisonnier. Je suis prisonnier dans un camp woke, et puis j'essaye de m'en sortir quand même parce que je suis pas d'un courage extraordinaire. Et donc, s'il faut que je me fasse femme pour essayer d'un petit peu, je me suis fait femme. Enfin bon, il m'arrive plein de trucs et je me suis marré. Et alors là, on m'a demandé de faire un livre. Alors c'est un petit ouvrage, hein, il se lit très très rapidement, quoi. Il y a 100 pages. Hein. Mais là aussi, j'y ai mis mes vérités à moi. Et donc, c'est l'histoire des cocus que nous sommes. Je crois vraiment que nous avons été cocufiés. Et moi, je suis dans cette histoire-là un quadruple cocu, d'une certaine manière. Je dois avoir 4 paires de cornes, ce qui est quand même beaucoup pour un seul homme. Et donc, il y a vraiment 4 cocus différents. Il y a le cocu français, et c'est l'histoire de l'immigration en France. Il y a le cocu blanc. Il y a le cocu mâle hétérosexuel blanc. Et il y a le cocu juif.
Et c'est pour ça que je pense vraiment que les cocus se croisent et peut-être s'aiment les uns les autres. D'ailleurs, là, j'y pense là maintenant que je vous parle. Donc, le cocu français, c'est l'histoire de l'immigration et du cocufiage du français, très clairement, puisque nous subissons encore actuellement une immigration qui est invasive et qui est mortelle. Et pourquoi le cocu? C'est parce que le cocu, il est toujours un peu responsable. Soit parce qu'il ne veut pas savoir, soit c'est vrai parce qu'on le trompe, mais il y met toujours du sien. Je pense qu'il y a une responsabilité du cocu, y compris dans les couples. Hein. Donc, on l'a trahi, on lui a raconté des mensonges. Les démographes lui ont raconté aux Français il y a 30 ans que l'immigration, c'était un fantasme. C'était pas vrai. Il n'y avait pas d'immigration. Et puis, quand ça ne pouvait plus être nié, les autres démographes ou les mêmes lui ont dit c'est vrai, c'est vrai, il y a une immigration, mais maintenant c'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard. Et puis, non seulement c'est trop tard, mais c'est très bien. C'est très positif, l'immigration. Et en plus, c'est un fantasme complet d'oser lier l'immigration et l'insécurité. Totalement. C'est totalement faux. Ces choses-là ont explosé à la figure des gens parce que maintenant, plus rien, en vérité. Tout a explosé, mais le problème, c'est quelle heure est-il? Est-ce qu'il est minuit moins 5 ou est-ce qu'il est midi 5? Donc ça, c'est réellement comme je l'explique en donnant, quand même, c'est 100 pages, mais je donne des détails, c'est l'histoire de l'immigration en France. Le cocu blanc, c'est l'histoire d'un autre fantasme. C'est qu'on a fait croire aux gens, et on continue de le faire croire, que le racisme anti-blanc, c'est un fantasme. Il n'existe pas, le racisme anti-blanc. C'est pas moi. Alors que la réalité, c'est qu'il est encore aujourd'hui plus agressif que les autres parce que précisément, il est nié. C'est que le blanc ne peut même pas se plaindre de ce qu'il est victime de racisme. Alors moi, j'ai ma propre explication sur l'origine du racisme anti-blanc, qui n'est pas celle, par exemple, de mon copain Pascal Bruckner, qui pense que c'est le colonialisme, etc. Je pense que le colonialisme a été revu et visité par rapport à ce que je dis moi. Moi, je prétends que, mais je l'ai écrit déjà dans le nouveau Bréviaire de la haine il y a 20 ans, je l'ai réécrit dans mes réflexions sur la question blanche il y a 10 ans. Le premier raciste anti-blanc, c'est le blanc lui-même. Et ensuite, les autres s'y sont mis, évidemment. Mais il existe en vérité, chez le blanc, une sourde haine inconsciente d'avoir la même couleur de peau que je parle du monde, évidemment, du monde post-chrétien, d'avoir la même couleur de peau que le Satan des temps modernes. Et le Satan des temps modernes, il s'appelle Adolf Hitler. C'est-à-dire que le blanc qui se croyait très supérieur avant la Shoah a pris conscience, c'est la réalité. Parce que quand même, il faut reconnaître que Hitler a fait une bonne imitation du diable. C'est quand même assez bien imité, hein, sans vouloir trop le flatter. Donc, d'avoir pris conscience qu'on pouvait être blanc et être pire que tout, ça a entraîné une honte compréhensible. Si on est décidé, bien entendu, à avoir un présupposé raciste. Vous n'êtes pas raciste. Le blanc coupable, parce que c'est un blanc, c'est pas pour ça que tous les blancs sont coupables. Mais lorsque vous avez un présupposé raciste, d'autant plus qu'il est inconscient, il y a une véritable honte inconsciente d'être blanc. Il en a résulté ce que j'ai appelé l'antinazisme devenu fou.
Mai 68, c'est quoi? C'est CRS-SS. CRS-SS. Le policier français était devenu la Gestapo. Donc on voit bien là le rapport et la folie dans les choses. C'est à partir de là que le racisme anti-blanc s'est construit et qu'on a aussi revisité le colonialisme. Le colonialisme, il a fait des belles choses, il a fait des choses moins belles, mais maintenant le colonialisme est complètement vu, là ce qui s'est passé en Algérie, de manière négative, révisé à travers notamment le racisme anti-blanc. Donc, ce racisme anti-blanc est très violent, hein. Je donne des exemples dans mon livre, la manière dont les Blancs, esqualités de Blancs, sont traités dans les banlieues. Et je ne vous parle pas des Blanches. Les viols de Blanches sont massifs. Mais en raison du racisme anti-blanc, les féministes gauchisantes, les féministes gauchistes ne plaignent pas les blanches violées. Elles ne les plaignent pas au double titre, d'abord qu'elles sont blanches, donc pas totalement pures, et d'autre part et surtout parce que les mâles qui les ont violées, eux, ne sont pas blancs. Le vrai mal détestable, c'est le mâle blanc. Raison pourquoi d'ailleurs, pour strictement les mêmes raisons, ne vous y trompez pas, les féministes n'ont pas versé beaucoup de larmes sur les femmes violées dans les kibboutz. Pas seulement parce qu'elles étaient juives, bien sûr qu'il y a cette dimension antisémite que je ne veux pas nier, mais surtout parce qu'elles étaient blanches et surtout parce que leurs violeurs ne l'étaient pas et que de leur inconscient tourmenté, ils n'étaient pas vraiment totalement coupables et allaient savoir même s'ils n'étaient pas un peu victimes. Il faut comprendre que c'est dans ce cadre psychique totalement tourmenté. On est dans le cadre d'une névrose. Hein, c'est pas, il faut comprendre que notre monde suicidaire n'est pas rationnel. Je prétends. Jamais le monde, d'ailleurs, jamais le monde humain n'a été rationnel, évidemment. Mais en ce début du XXe siècle, je pense que nous sommes très proches de la folie. Le wokisme, d'ailleurs, est une manière de folie. Et d'ailleurs, le wokisme est l'un des champs où, évidemment, le racisme anti-blanc a été à son sommet. Donc ça, c'est le deuxième cocu. Il ne vous a pas échappé que le cocu blanc et le cocu français, victime de l'émigration, c'est les mêmes. Regardez sous un angle différent, mais c'est les mêmes. Et puis, il y a le cocu hétérosexuel mâle blanc. Alors là, c'est une variété de cocu, la même, mais que je regarde sous un autre angle. Mais bien entendu que on ne peut pas comprendre ce qui arrive au mâle hétérosexuel blanc si on ne comprend pas tout le reste. Il se trouve, je soutiens, et c'est pas seulement l'avocat qui vous parle, pas seulement l'avocat qui vous parle, aussi l'avocat, qu'aujourd'hui, dans un client vient me voir, il me dit je suis accusé d'agression sexuelle. Il y a 2 filles qui m'accusent de ça, ce sont 2 copines. Je vous jure que je suis innocent. Le type, je le regarde, j'ai la faiblesse de le croire. Il n'a pas l'air d'être un réprouvé des femmes, il n'a pas l'air d'avoir de problème de fin de soirée, il n'a pas l'air non plus spécialement pauvre, enfin je veux dire, il me paraît propre sur lui. Je suis convaincu de son innocence. Je vous assure qu'aujourd'hui, encore moins qu'il y a 20 ans, je peux lui garantir qu'on va s'en sortir devant un tribunal. Non, je ne peux pas lui garantir. Il y a un préjugé défavorable. Et si le malheur veut qu'il soit connu, de toute manière,
il sera puni avant la punition judiciaire. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il pourra tout faire. Ça sera fini. Il y a un préjugé, un a priori d'ordre sexiste, je dis que c'est du sexisme, par rapport au mal d'aujourd'hui. J'exagère un peu en disant qu'il s'agit seulement d'un mal blanc. Hein. Il faut reconnaître aussi que si le type n'est pas un mal blanc, mais qu'il est aujourd'hui, les juges, il ne bénéficiera pas devant les tribunaux d'aujourd'hui d'un préjugé un peu plus favorable. Ce n'est pas vrai. Le sexe l'emportera sur la race, si j'ose dire, de manière négative. Il y a, et alors, je le dis, j'en parle un peu. J'en parle un peu, mais je donne pas. Mais entre nous soit dit. Hein. Entre nous soit dit. On est entre nous, là. Un homme de 50 ans qui est avec une fille de, je sais pas, de 20 ans. 20 ans. Mais il l'a connue, en vérité, quand elle était mineure, quand elle avait 16 ans. 17 ans, elle est étudiante. 16 ans, 17 ans. Il va être considéré aujourd'hui comme un salaud total. Il peut avoir des problèmes, même puisque les prescriptions, maintenant, ça n'existe plus. Il peut avoir des problèmes pénaux. Si c'est le contraire, si c'est une femme, ça ne sera pas du tout de la même manière. Ça n'est pas du tout appréhendé dans la société de la même manière. Je vous signale que l'histoire de mourir d'aimer, la professeure qui s'est suicidée parce qu'elle était amoureuse de son jeune élève, ils ont fait l'amour ensemble, etc., etc. Elle est considérée aujourd'hui comme une héroïne. C'est pas du tout la même chose. Et nous savons tous qu'il y a un couple très connu, où le garçon, alors je dirais pas été débauché parce que je suis pas dans le jugement, hein, qu'on soit clair. Non, mais à tort ou à raison, je sais pas de défendre ma position, mais moi il y a eu un scandale terrible avec moi. Je me suis engueulé avec Pro comme vous n'imaginez pas. C'était la seule grosse engueulade que j'ai eue avec Pro. Parce que je défendais Alain Finkielkraut qui avait essayé de défendre un tout petit peu Duhamel, je ne sais plus quel est son prénom. Voilà, parce que, voilà. Non, pas Olivier. Je ne sais plus. Non, certainement, non. Le Duhamel, non, pas Alain non plus. Aidez-moi. Le fameux Duhamel qui avait fait un petit quelque chose à son l'affaire Kouchner, bravo. Il avait fait un petit quelque chose, l'adolescent avait 17 ans. Hein? Il a fait grand-chose? Je ne crois pas qu'il a fait grand-chose. Mais enfin, peu importe. Non, je ne crois pas. Non. Bah alors, je suis certain que non, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu le malheur de dire, et je le soutiens, que ça n'est pas la même chose de faire une fellation à un adolescent de 17 ans, c'était le cas, que de sodomiser un petit garçon de 4 ans. Non, c'est pas la même chose. Je suis désolé, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Il y a une... Bon, donc, ce que je veux dire, je n'essaie pas de défendre ma position, mais je suis pas un père la pudeur. Dans l'exemple que je vous prends, je voulais simplement vous montrer la tolérance, l'indulgence qu'il y a lorsque c'est une femme qui séduit un jeune adolescent, que quand maintenant c'est un homme qui séduit une jeune adolescente. Ça, pardon de vous le dire, c'est la marque du sexisme envers les mâles. Bon, enfin bon, je ne veux pas développer, j'y donne plein d'exemples. Et puis, dernière corne à mettre sur un cocu, c'est le cocu juif. Alors là, je peux vous dire qu'on s'est pas foutu de nous. Hein. On s'est quand même pas foutu de nous. Faut reconnaître. Hein.
Et déjà, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est ce qui est terrible, c'est que moi, à chaque fois dans mon livre, je donne les responsabilités des cocus. Bon, le cocu français, on ne peut pas dire que sur l'immigration, on ne peut pas dire que les Français ont été spécialement héroïques, etc. Je le dis. Je dis qu'il existe, je prétends que le cocu juif, il y a une grande, il y a une légende qui veut que les juifs soient très intelligents. Vous avez entendu parler de ça? Non? Les juifs sont, paraît-il, très, très, très intelligents. Moi, je dis pas qu'ils... Bon. Mais une chose est certaine, et je plaisante plus là, s'il y a un domaine où l'intelligence juive ne m'a pas sauté aux yeux, c'est en matière politique. Pardon de vous le dire. Pardon de vous le dire. Déjà, le monde politique israélien, la Knesset ne m'a jamais ébloui par son intelligence. Le Haver Knesset moyen, ça vole pas très haut. C'est maintenant le niveau de l'Assemblée nationale avec les Insoumis. Avant les Insoumis, l'Assemblée nationale française était bien au-dessus, très sincèrement. Et sur le plan moral et sur le plan intellectuel. Bien. Mais qu'il me soit permis de dire dans cette enceinte, sans vouloir politiser le débat, que la communauté juive organisée, française notamment, mais pas seulement, ne m'a pas non plus ébloui par son intelligence, par son acuité. Moi, quand je suis arrivé à Paris en 1973, c'est pas hier matin, j'étais communautaire. Je le suis moins maintenant, mais j'étais communautaire. Donc, on a créé avec les frères Heisenberg, le Renouveau Juif, des choses comme ça. Et vous ne pouvez pas savoir comment j'emmerdais mon monde, pardon pour l'expression, pour leur dire à l'époque, moi je pense que c'est plus l'extrême droite le danger pour les juifs, c'est l'extrême gauche. Il va s'allier aux islamistes. Maintenant, quand je dis ça, vous avez l'impression que je suis dans une banalité terrible. Mais lorsque je le disais en 73, pardon pour l'expression, mais les gens signaient, parce que s'ils avaient pu signer, ils se seraient signés. Voilà, je peux vous dire. Ils avaient vu le diable, très sincèrement. L'une des grandes fautes pour moi de la communauté juive organisée, et notamment d'une certaine institution, c'est bien après 73, parce qu'à la limite en 73, mais après les réalités ont explosé, à l'image de l'immigration, d'ailleurs. C'est justement de ne pas avoir vu le danger de l'extrême gauche, d'avoir toléré le danger de l'extrême gauche. Et le résultat de tout cela, c'est que, pardon de vous le dire, la communauté juive organisée est responsable en partie de l'immigration. À l'époque, vous savez, moi, à l'époque où on parlait, ils ne voyaient pas. Et le premier article que j'ai pondu dans le Figaro, dans les années, je ne sais pas moi, on doit être en 80. Ouais, un truc comme ça. C'était, je défendais justement Giscard. Dieu sait si on l'avait fait battre, on avait contribué à le faire battre avec le Renouveau. Vous voyez, il était plus, mais il avait fait un scandale, il n'était plus élu parce qu'il avait dit que les Français ressentaient l'immigration comme une invasion. Peut-être il avait dit ça, enfin quelque chose. Oh là là, c'était horrible. Et donc je l'ai défendu. Mais je le défendais en tant que juif. Et je disais que je ne supportais pas les juifs qui étaient d'un réalisme d'acier en ce qui concerne Israël, mais d'un angélisme de plume en ce qui concerne la France. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas question que les Palestiniens reviennent, vous comprenez, on va être après en minorité, il faut une armée, il faut une police, mais la France, c'est pas grave, rentrez. Rentrez, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Et d'ailleurs, oui, j'ai été étranger en Égypte, etc., etc. Toutes ces théories-là, si vous voulez, j'affirme que la communauté, et les Juifs étaient traumatisés aussi par mélangeant l'extrême droite, Hitler, etc. C'était un peuple traumatisé. On peut plaider des circonstances atténuantes, mais malgré tout, ils ont contribué à ce que l'immigration maghrébine, musulmane rentre
Et ils ont contribué à leur propre malheur parce que les premières victimes françaises de l'immigration, ce sont les Juifs. Les massacres, l'hypercachère, mes pauvres Knoll ou mes pauvres Madame Halimi, Toulouse. Eh ben oui, ben pardon de vous le dire. Et quand je vois encore le CRIF aujourd'hui, même s'il il a fini par se rendre compte que la France insoumise, c'était pas terrible. Mais renvoyer encore dos à dos le RN, qui n'est plus le FN, et les France insoumises, pardon, mais c'est pour moi totalement insupportable. Donc il y a cet aspect-là du cocufiage auquel une partie infime des Juifs quand même, a participé. Mais le grand cocufiage, pardon de le dire, nous n'en sommes pas responsables. Et je le vis là je le dis franchement, comme un malheur chaque jour. Je le vis vraiment comme un malheur. Le grand mensonge dont nous sommes les victimes, dont l'État d'Israël est les victimes, je le vis comme un drame assez inconsolable. Je veux pas vous heurter, hein, mais le 7 octobre, le grand pogrom, c'est terrible pour moi, mais la manière dont Israël est traité en paria, je le vis aussi mal. Je le vis vraiment mal. Je le vis comme la pire des injustices. Après, justement, avoir vécu ce que nous avons vécu pendant le pogrom, la pire des injustices, et alors il y a beaucoup d'explications, hein, bien entendu, il y a beaucoup d'explications. Le nombre, c'est une grande chose, le nombre. L'argent, c'est une grande chose, l'argent aussi. Il y a tellement d'explications. L'extrême gauche, évidemment, en majesté dans les médias. Vous savez bien mon obsession de ce que j'appelle l'audiovisuel de service public. Mais pardon de vous le dire, mais je vais aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre l'exemple d'hier matin, je vais vous prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël, vous savez bien, avait frappé hier parce qu'on nous a tué un soldat et parce qu'ils nous ont rendu les restes de quelqu'un qui nous avait déjà rendu antérieurement. On a frappé. Il faut voir aujourd'hui à 19h, France Inter a épousé complètement le narratif du Hamas. On n'a pas eu de mort. On a fait ça pour le plaisir. On n'a pas tué de terroristes. On a tué que des femmes et des enfants. Ils ont épousé servilement le narratif du Hamas. Pardon de vous le dire, la seule explication encore, bien entendu, c'est ne vous y trompez pas. Il y a une part de... je veux dire, la dernière ruse d'Adolf Hitler, d'une certaine manière, justement, c'est que le racisme anti-blanc, ce soit le juif, aujourd'hui, qui en soit le plus la victime. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ça aussi, je l'ai développé depuis 30 ans, le juif était vécu par l'extrême droite, il y a 50 ans, comme un métèque. Le juif était un métèque, il était vu comme un métèque. Céline parlait d'un métèque. C'était pas un blanc, hein. Et maintenant, à travers Israël, les réalisations d'Israël, les succès militaires d'Israël, il est vécu comme un blanc au carré, comme un super blanc. Et donc, ne vous y trompez pas. Dans la détestation de l'État-nation juif, il y a la détestation d'un État-nation occidental qui a en plus le toupet, l'audace de se défendre bec et ongle. Ça, c'est impardonnable, d'autant plus impardonnable que dans leur inconscient tourmenté, ce juif-là, mais on l'adorait quand il était en pyjama rayé. On l'adorait, il ne se défendait pas. Dans leur vision post-chrétienne, il était le remake assez bien fait de Jésus sur la croix. Il ne se défend pas, il ne sourit pas. Et là, le juif en uniforme kaki, c'est Judas en Galilée. C'est le contraire, il a trahi le juif en pyjama rayé. Donc, dans l'océan, il faut bien comprendre que dans l'inconscient névrotique de l'occidental d'aujourd'hui, Israël incarne assez emblématiquement l'État-nation occidental ONI.
À côté de ça, bien entendu, ça n'exclut pas, bien entendu, l'obsession de Sion. Le juif est un personnage central, fascinant, qui obsède les non-juifs, et notamment l'extrême gauche, pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons, y compris pour sa réussite. Une part sans doute de jalousie. En tous les cas, peu importe les raisons. Une obsession totale. J'écrivais dans le Figaro, je crois que c'est mon dernier article ou l'avant-dernier article. Le Monde a publié, il y a peut-être une semaine, 15 jours, un article sur l'Éthiopie. Un article sur ce qui se passe en Éthiopie. Les troupes érythréennes musulmanes qui ont violé un nombre invraisemblable de femmes. 560, un demi-million de femmes ont témoigné des viols qu'elles ont subis. Mais des viols, pardon de vous le dire, dans les pires conditions, et on leur a retrouvé des tessons de bouteilles, des choses épouvantables. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous fais grâce des choses. Je jure, je ne suis pas le plus sous-informé de France. Je ne pense pas. Je suis un type qui lit le Figaro le matin, le Monde le soir. Je pense être assez informé. Je jure que j'avais oublié qu'il y avait une guerre meurtrière contre les Éthiopiens, la plupart chrétiens d'ailleurs, par l'Érythrée musulmane. Mais je plaide les circonstances atténuantes. Je n'ai pas lu un article, je pense qu'il n'y a pas eu un article en 2 ans là-dessus, alors qu'il y a, chaque jour que Dieu ou diable fait, 50 articles sur Israël. Ça explique. Le type moyen, il s'imagine qu'il y a un seul endroit sur Terre, où il y a des malheureux qui sont tués. Un seul, ça s'appelle Gaza, et les seuls qui tuent, c'est les Juifs à Gaza. Et on oublie dans quelles circonstances, les boucliers humains, etc. Pendant 2 ans, on nous a, le Monde et le service public audiovisuel nous ont informés via la défense civile. Ça s'appelle la défense civile de Gaza. Au tout début d'il y a 2 ans, ils reconnaissaient que la défense civile, c'est le Hamas. Et là, de temps en temps, je ne sais pas, quand ils sont bien lunés, ils reconnaissent encore que la défense civile, c'est légal. Mais pendant 2 ans, j'affirme, qu'ils nous ont donné les bilans de ce qui s'est passé à Gaza. Aujourd'hui, il y a eu 54 morts, dont 92 enfants. Ils nous les ont donnés via la défense civile, clairement, hein, sans préciser que c'était le Hamas. C'est la première fois dans l'histoire de l'information qu'une organisation classée officiellement terroriste a la maîtrise de l'information et que les informations, la propagande qu'elle donne est prise comme du bon pain avec même un certain enthousiasme. Alors on peut prendre toutes les explications du monde, on peut la part d'antisémitisme, la part d'antisionisme, la part d'anti-occidentalisme, peu importe. Nous avons été victimes, je pense très sincèrement, du plus grand mensonge en matière d'information de tous les temps. Je veux un peu relativiser quand même, dans le sens où c'est vrai que l'extrême gauche est experte escalité de mensonges. Elle a nié le goulag, elle a nié les 100 millions de morts du communisme, elle a nié les morts au Cambodge, elle prétendait que c'était formidable au Cambodge, elle a nié beaucoup de choses. Il faut reconnaître quand même qu'elle est experte. Mais là, elle aura dépassé toutes les bornes par rapport à un État qui a été victime d'un pogrom invraisemblable. Hein, c'est pas les bombardements sur l'Allemagne hitlérienne.
D'accord, bon, c'est pas Hiroshima sur le Japon. C'est terrible maintenant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de génocide, mais peu importe. C'est ici, c'est nous les génocidaires. Ils ont employé le terme génocide avec un plaisir pornographique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, de tout cela, pardon de le dire, je ne me remets pas et je le vis comme le plus grand des cocufiages. C'est vrai. Donc, après, bon, je ne vous donne pas la fin parce que sinon vous n'allez pas l'acheter. Mais, voilà les 4 cocus que je décris et qui ont des relations les uns avec les autres. Et donc, c'était. Bah, dites-moi toujours, je pense qu'il n'y a pas de pénurie de cucu dans le monde, hein, de toute manière. Voilà, j'ai terminé parce que là, finalement, on a parlé. Hein. Finalement, moi, je pensais. Pour quelqu'un qui a rien préparé. Voilà, non, bah oui. Ah oui, merci. On va passer aux questions. Voilà les questions. Il y avait une première question, monsieur. Vous n'avez jamais cité l'agence France-Presse. Mais parce que c'est bien sûr, j'aurais dû. Mais non, mais pardon, vous avez, j'en parle. Vous avez entièrement raison, puisque oui, effectivement, j'aurais pu, vous voyez, j'aurais pu et j'aurais dû citer l'agence France-Presse, puisque c'est elle qui a décrété dès le départ qu'il était hors de question d'appeler un chat et le Hamas terroriste alors qu'il est classé terroriste. Ça montre dès le début, dès le départ, c'est pas de toute manière, dans mon journal de guerre, je dois écrire le 10 octobre que il s'est passé ce qui s'est passé, la riposte n'a pas eu lieu, mais je ne donne pas 10 jours pour que nous soyons nazifiés. Donc c'était écrit, mais même dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas qu'on le serait à ce point-là. Mais vous avez raison pour l'AFP. C'est vrai. Bonsoir maître. Bonsoir. À l'occasion d'un échange avec Julien André, vous avez dit que SOS Racisme était devenu un monstre. Était un monstre. Était devenu un monstre. Un monstre, oui. Et en fait, je pense que SOS Racisme n'est pas la pire imposture de l'antiracisme. Et je pense à Rokhaya Diallo, qui en fait appelle l'antiracisme un mouvement totalement orwellien. Et la force de cette femme, c'est pas tellement son honnêteté intellectuelle, c'est le fait qu'elle ne soit pas contredite. Et en fait, parce qu'elle débat principalement avec des personnes avec qui elle est déjà d'accord. Ma question, c'est comment elle espère vraiment créer une concorde pacifiée, une concorde pacifiée, en disant en boucle depuis 15 ans que chez chaque blanc, il y a une proportion esclavagiste ou colon, et dans chaque non-blanc, il n'y aurait aucune de ces turpitudes. Qu'un bourreau ne peut pas se déclarer victime, et qu'une victime ne peut pas être accusée d'être bourreau. Donc, en fait, je voudrais savoir comment on peut la contredire là-dessus, parce qu'effectivement, ce qui est très frustrant, c'est qu'il n'y a pas de contradicteur quasiment en face d'elle. Comment peut-elle dire, par exemple, que l'immigration est une chance pour la France, que la France est un enfer pour les immigrés, et en plus être pour l'immigration? Alors, voilà. Et ma seconde question, comment? Non, c'est ça ma dernière question. Et là, je vais m'adresser, je pense à LFI. Alors, je ne comprends pas comment LFI a pu se sentir bénéficiaire de s'allier avec les indigénistes. Avec les indigénistes. Les indigénistes. Rouille Aboutelja, etc. Bon, alors. Parce qu'en fait. Ok, j'arrête là. Merci. Alors écoutez, je me suis un peu de. Allô? Oui, mais. Allô? Vous m'entendez là? Oui. Non, de toute façon, moi, dès le début du commencement de SOS Racisme, je l'ai vécu évidemment comme un danger terrible. Comme je vous l'ai décrit,
comme l'antinazisme devenu fou. Ça a été une arme anti-blanche au service de l'immigration qui s'est croisée évidemment avec un dessin mitterrandien tout à fait particulier, assez médiocre. Mais le SOS Racisme a réussi, a été l'un des instruments. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important que Rokhaya Diallo. Le drame que nous avons vécu avec SOS Racisme, la petite main jaune là, c'est l'étoile jaune. Hein. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. C'est l'étoile jaune. Donc c'est ce que je vous ai décrit trop longuement tout à l'heure. C'est le fait que le juif a été dépossédé d'une certaine manière de son auréole de martyr au profit de l'immigré. L'immigré, c'est le nouveau juif. Et ce qui est terrible, si vous voulez, dans cette histoire-là, c'est pas tellement d'avoir idéalisé l'immigré, mais d'avoir diabolisé le français. Le français, on a réussi à faire croire à toute une génération de mômes de l'immigration. Les parents, ils allaient chez Renault, ils allaient travailler chez Peugeot, ils n'avaient rien contre la France. Hein. Mais les mômes, on leur a fait croire que le franchouillard, avec un béret péténiste sur la terre, c'était un raciste. Mettez-vous à la place. C'est bon de se sentir victime. On lui dit de toute façon, ne te fatigue pas, de toute façon, on ne va pas t'embaucher. Bon, donc on a créé toute une... On a élevé à la haine, et c'est les Blancs, hein, pardon, c'est les Blancs. Quand je vous dis que les Blancs sont les premiers racistes anti-blancs, les Blancs ont fabriqué, dans toute une génération de jeunes immigrés, des anti-français. Alors après, il y a l'islam, il y a beaucoup de choses qui s'en est mêlées, mais au départ, le racisme anti-français, ce sont les Blancs, notamment de SOS Racisme, qui l'ont fabriqué. Ça, c'est clair. Quant à Rokhaya Diallo, elle a en plus le bénéfice d'être noire. Donc, évidemment, on peut difficilement... mais enfin bon, ça va pas très haut. Elle véhicule le discours wokiste habituel, celui qu'on entend surtout aux États-Unis, où effectivement le blanc est le salaud, et avec effectivement un phénomène héréditaire. Faut comprendre ça. On est au cœur du racisme. C'est pas cette génération-là c'est pas cette génération de blancs qui est méchant. Le fils du blanc portera en lui les gènes du racisme. C'est transmis de père en fils ou en fille pour des générations entières. C'est pour ça que non seulement Rokhaya Diallo, mais bien pire, Houria Boutelja explique que, je crois que je dois la citer d'ailleurs, que même le plus sympa des Blancs, le moins raciste, etc., devra expier. On est au cœur de la machine raciste, à part l'hitlérisme, que le racisme se prolonge de père en fils, c'est réellement une forme d'hitlérisme pour moi. Heureusement, le wokisme aux États-Unis, on a pris quand même un grand coup dans la figure. Hein. Ah oui, alors Trump, de vous à moi, j'aurais peut-être pas voté Trump, j'aurais sans doute voté Nikki Haley. On n'est pas obligé d'avoir les cheveux orange, on n'est pas obligé d'être vulgaire. Mais mon Dieu qu'il a fait du bien. Mon Dieu qu'il a fait du bien. Ça vaut mieux que... Bon, voilà, écoutez, je suis trop long. C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié. Je sais même plus. Ah oui, c'était quoi? Non, mais LFI, non, mais attendez, LFI... Attendez, on peut tout dire de LFI. Moi, je veux bien qu'on dise tout. Moi, je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'on mette beaucoup de gens de LFI à la santé, à la place de M. Sarkozy. Non, mais... excusez-moi, des gens qui sont coupables d'intelligence avec une organisation terroriste ou qui font l'apologie du terrorisme, moi je les vois bien en prison, ça ne me dérange pas. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient insincères. Ce n'est pas qu'une ruse électorale. Ils sont dans la sincérité. Ils représentent, ils incarnent complètement ce que je viens de vous décrire. Ce sont des racistes anti-blancs. Ils veulent la fin des Français
par voie de créolisation, c'est-à-dire qu'ils correspondent au XXIe siècle, ce que l'extrême droite correspondait au XIXe, à la fin du XIXe, à savoir le sang pur. L'extrême droite était pour le blanc, le sang pur, pas de mélange et tout, et eux, au contraire, il faut un mélange total pour qu'il n'y ait plus jamais un véritable blanc. C'est pareil. Mais ces gens-là sont sincères. Donc, dans leur alliance avec l'islamisme, eh bien, ils sont évidemment pour couler à tout jamais, et ça, c'est mon histoire de mon journal d'un prisonnier, puisque c'est la transinsoumise qui a pris le pouvoir avec les islamistes. Donc, il n'y a pas de doute, ces gens-là sont parfaitement sincères et totalement dangereux. C'est un pays, c'est un parti raciste. S'il était de droite, il n'y a pas de doute qu'il serait dissous. Il n'y a pas de doute. On a dissous Génération Identitaire qui était infiniment moins dangereux, moins violent, mais il était de droite. C'est ce que j'ai appelé le privilège rouge. Voilà. La jeune garde a été dissoute. Pardon ? La jeune garde a été dissoute de Raphaël Arnaud. Oui, c'est vrai. Oui, bonsoir. Je voudrais vous poser une question justement sur ce cycle infernal qui est le wokisme aux États-Unis et puis ce tsunami qui nous a traversé. Donc au passage, Trump, c'est vraiment l'homme providentiel pour y mettre fin, c'est pas simple, mais il y a aussi la justice qui sévit aussi bien aux États-Unis qu'en France. La justice, le système judiciaire, qui est là pour déconstruire. Donc, effectivement, il y a le mal blanc que vous avez évoqué, mais il y a aussi la famille traditionnelle et ses repères. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces pleins pouvoirs des juges qui se sont octroyés et liés, linked to, de cette élite mondiale qui est blanche? C'est elle qui nous a insufflé ce complexe et ce politiquement correct pour établir cette nouvelle génération hitlérienne différente, mais contre soi-même. Voilà. Écoutez, je parle... Où il est l'avocat? Où est mon copain avocat? Voilà. J'écrirai peut-être un jour comment j'ai vu mourir la justice française. Je l'écrirai peut-être un jour. Il ne faut pas l'écrire maintenant parce que ça ne serait pas très bon pour mon commerce. C'est clair. Mais c'est vrai, je pointe évidemment le pouvoir médiatique. Je ne pourrais pas vous réciter tout mon livre, mais je pointe aussi le pouvoir judiciaire. C'est la même sociologie. Même sociologie. C'est les types qui lisent Libération le matin dans le métro, puis qui lisent Le Monde le soir. C'est la même sociologie. C'est les mêmes. Et chez les avocats, c'est pareil. Hein. J'ai écrit dans Libération. Oh, Robin, qu'est-ce que j'ai avec Libération? Non, mais attendez, j'ai un problème là. Ça fait deux fois où Non, mais attendez, je vous assure que je découvre quelque chose. Hein. Je file un mauvais coton. Non, mais j'ai écrit dans le Figaro, je crois qu'il y a, quand Badinter est mort, j'ai écrit quelque chose, et encore, je ne pouvais pas écrire, il était à peine panthéonisé, tout ce que je pensais de Badinter. Mais je ne pensais pas trop de bien. Moi, quand je suis déjà arrivé au palais, je voulais défendre, j'ai toujours été démodé, moi. Je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Mais déjà, mai 68 avait marqué sa trace, et donc, c'était pas bien vu d'être partie civile. Moi, je me souviens de Thierry Lévy, qui était très à gauche, que j'aimais beaucoup. Hein. Je m'entendais très bien avec Thierry Lévy. Il avait beaucoup changé aussi, Thierry. Mais il avait dit une fois dans un débat télévisé à Maître Ambre, qui était le grand avocat lyonnais, qui était plutôt de droite, lui, il avait dit « Ne soyez jamais partie civile ». Vous vous rendez compte? Il ne fallait pas être partie civile. Il ne fallait pas être du côté des victimes. Et je disais dans le Figaro que bon, je veux bien, si vous voulez panthéoniser Badinter, il y aurait tellement à dire sur Badinter, mais qui n'avait jamais pris le parti des victimes, jamais.
Il était soucieux des coupables, il leur donnait... C'est le père de la culture de l'excuse. C'est vraiment le père de la culture de l'excuse. Il y avait un type qui s'appelait Garot, qui avait beaucoup de faconde. Alors, c'était pas la distinction formidable, Garot. Il avait la gouaille et tout, mais... Le père ou le fils? Non, pas Varro, Garot. Garot, pas pareil. Mais il avait créé SOS Victime, si ma mémoire est bonne, ça s'appelait, enfin, en tout cas, c'est le sens. Il avait créé SOS Victime, SOS Légitime Défense. Non, Légitime Défense, mince. Bon. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? C'était horrible, Légitime Défense. Et moi, quand j'ai créé avec Georges Fenech Droit à la sécurité, c'est pareil, les gens se signaient. Hein. Le mot sécurité, on devait être dans les années 80. Le mot sécurité n'était pas audible. Bon, toute la génération maintenant d'avocats, hein, pardon, mais ils ont quand même été extrêmement influencés par l'extrême gauche. Très sensibles à la cause immigrée. Donc c'est les mêmes. Eh ben, les magistrats, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, il y a tout. Non, mais comment je les vois? Bon, il y a évidemment le syndicat de la magistrature, celui du mur des cons, dont j'ai fait condamner la présidente pour le mur des cons. Moi, je représentais Villiers, j'étais pour Robert Ménard et pour Nadine Morano. Mais il faut voir ce que j'ai vécu. Le parquet ne voulait pas la condamnation du syndicat de la magistrature mur des cons, qui avait épinglé le général Schmitt, qui avait perdu sa fille, assassinée. Il était sur le mur des cons. La méchanceté, vous comprenez, la méchanceté, la bêtise. Je sais pas la part de la jalousie, mais la petitesse, en tout cas. Bon, mais au-delà du syndicat de la magistrature, je pense qu'il y a beaucoup de... D'abord, c'est pas tous des lumières. Hein. Non, mais il faut aussi voir... Il faut voir ça aussi sous cet angle-là. Ils n'ont pas une culture... Ce sont des gens du siècle. Ils n'ont pas une culture immense. Ils sont assez étroits d'esprit. Alors, je veux pas être donné dans le racisme anti-magistrat. Il y a des types bien, il y en a qui travaillent beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de feignants. Non, mais il y en a aussi qui bossent. Hein, mais ce que je veux dire, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je l'ai déjà dit, ça, mais on ne m'a jamais écouté là-dessus. L'un des tournants, ça a été la fin de la notation. Il y a une trentaine d'années, j'étais avocate, il y a une trentaine d'années, on notait les juges. Alors, il y a toujours une note à la con sur l'ancienneté, mais à l'époque, c'était une vraie note. Et la notation, elle se basait notamment sur les résultats des juges, à savoir un juge d'instruction qui avait été trop infirmé par le tribunal, ou un tribunal qui avait été trop infirmé pour la cour, ou la cour qui avait été trop souvent cassée, il baissait la note. Et quand vous baissez la note, ça, vous ne montez pas en salaire non plus. Donc, il faisait très attention. Quel est le plus sûr moyen scientifique de faire attention? C'est de respecter la jurisprudence. Parce que c'est le plus sûr moyen, évidemment, de ne pas être cassé. Si la cour vous voyez, ils s'en foutent maintenant. Moi, je sais que mes copains magistrats me disent qu'une fois qu'ils ont donné la punition, ils s'en foutent de savoir ce que va faire le tribunal, idem pour la cour d'appel. Ça a énormément fait de mal à la justice française. Mais c'est pas pour rien qu'on a supprimé la notation. Vous comprenez, le simple fait de ne plus voir noter, et voilà. Donc, moi, je sais que je suis un avocat malheureux. Je suis un avocat réellement malheureux. C'est-à-dire que moi, il y a 30 ans, je raconte souvent l'histoire, il y a 30 ans, un type venait me voir. Il m'a raconté ce qu'il avait fait. S'il était innocent, je lui disais, bon, on va faire ça, on va faire ça. J'étais très sûr de moi. Le type était coupable. Mais ça me paraissait pas grave, etc. Je vous assure que je lui donnais son avenir. Maintenant, il vient me voir, j'ai plus peur que lui. Je ne plaisante pas, parce que moi, je connais la justice, contrairement à lui. Je ne plaisante pas, même s'il est innocent,
S'il passe, attendez, mais demain, je vais défendre Meir Habib devant la 17e chambre du tribunal, 17e chambre tribunal, pardon de vous le dire. Oula, ça reste entre nous. C'est une chambre très à gauche. Très à gauche. Et je gagnerais peut-être devant la cour d'appel. La cour d'appel est bien meilleure que la 17e de la... Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, je peux vous reproduire ça. C'est une loterie totale, mais même à travers la loterie, il y a une pesanteur importante. Ils ne sont pas tous, mais le niveau n'est pas très bon. Il y a eu un nivellement par le bas. Il faut comprendre ça. Moi, pardon de jouer les vieux cons, mais il y a 30 ans, et chez les avocats, c'était pareil. Hein, le même nivellement. Hein, mais le même. Mais il y a 30 ans, même si c'était des sales cons, mais le président de la Chambre, il faisait de l'humour, il faisait de l'esprit, il y avait du relief. Maintenant, c'est des petits pois. Il y en a, mais je ne plaisante pas. Ils se ressemblent tous. Il y a réellement, mais je pense que c'est un phénomène qui ne concerne sans doute pas que les magistrats. Une chose est certaine, ça c'est très clair, et croyez-moi, je n'ai pas le monopole de cette... C'est très difficile, surtout en cette matière. Hein. Moi, je fais beaucoup par exemple, de droit pénal. Je fais du droit de la presse, je fais du droit pénal financier. Je ne défends pas, moi, les assassins de sang. Ils doivent être défendus. Moi, je les défendrai mal. Je ne dois pas être suffisamment avocat pour bien les défendre. Je défends, mais la justice est infiniment plus sévère envers les délinquants financiers qu'envers les délinquants de sang. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, il y a une histoire, je raconte ça pas dans ce bouquin-là, mais dans le précédent ou celui d'avant. Je sais plus, ça se passe. Je raconte l'histoire du fameux feuilleton américain. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est splendide. J'ai oublié c'est l'histoire d'un petit Pakistanais, et le parcours judiciaire à New York d'un petit Pakistanais. C'est à Scorsese. C'est produit par Scorsese. C'est génial, je vous le recommande. C'est merveilleux. Et donc, c'est l'itinéraire. C'est le Pakistanais. Il emprunte le taxi de son père pakistanais, et puis il va se promener, il va faire la fête avec les copains un samedi soir, mais finalement il voit une belle fille, la belle fille elle voit elle le prend pour un taxi, il la prend, puis finalement comme il a dit bagou, il la ramène chez elle, il fait ce qu'il doit faire, et le matin quand il se réveille, il la trouve égorgée à côté de lui, et c'est tout son parcours judiciaire. Mais la scène que je veux vous raconter, ça ne concerne pas le Pakistanais, lui, il attend son tour. Il est dans un tribunal du Bronx. Et il y a un juif qui est devant le juge. On sent qu'il a fait une carambouille, une escroquerie, un truc comme ça. Et bien habillé, machin. Et le juge lui en met pour 6 ans. Et après, il y a un noir qui arrive, on sent qu'il a dû attaquer une vieille grand-mère avec un marteau, et le juge lui en met pour 8 ans. Alors le noir, il n'est pas content, il dit « je ne peux pas avoir la peine du juif », et le juge lui dit « quand tu feras un crime de juif, tu auras une peine de juif ». Mais ça devrait être mon histoire. Ça devrait être mon histoire, sauf que c'est moi qui prends 8 ans, et c'est les autres qui ne prennent pas 6 ans. Je vous assure que c'est comme ça maintenant. Est-ce qu'il faut réformer l'école de Bordeaux? Ah, sans doute, c'est certain. Mais alors, non, il n'y a pas que le recrutement. Si ça serait trop simple. Mais en tous les cas, oui, ça passe notamment par réformer l'ENM. Il y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Je ne sais pas. Bon, c'est pas le pire. Alors, très rapide, pour continuer sur le système judiciaire, vous aviez porté plainte contre des députés LFI. Le ministère de la Justice avait promis des informations rapides. Ça fait un an. Et pourquoi vous me faites du mal? Non, mais c'est terrible. Parce que vous savez, ça... Je n'arrive pas à faire la part entre la paresse, la lenteur et l'indifférence, encore que tout cela soit parfaitement compatible.
Mais ce qui est terrible, si vous voulez, j'ai envoyé, à mon avis, il y a un mois, une lettre irritée à la procureure. Croyez-vous qu'elle m'a répondu? Il y a une indifférence, il y a un mépris, il y a quelque chose qui est insupportable. Et ce qui est encore pire, c'est qu'il y a peut-être 6 mois, 8 mois, alors qu'ils ne répondent pas à nos plaintes. Ils se sont saisis. Il y a une association palestinienne épouvantable, très extrémiste, qui poursuit des franco-israéliens, etc. Et bien là, et qui vise le génocide, ce qui est juridiquement est insane, on ne parle pas même pas de politique, qui est insane, eh bien ils s'en sont saisis. Donc je ne peux même, malheureusement pas me consoler en pensant que je suis traité comme tous les autres. Non, c'est pas vrai. Il y a une indifférence et sans doute une manière d'hostilité impardonnable, totalement impardonnable. Pardon? Ça n'a rien à voir. Non, je vous assure que ça n'a rien de personnel. Non, ça n'a rien de personnel. Non, c'est c'est l'idéologie. Non, rien à voir du tout. Non. D'ailleurs, le JE aussi est traité à la même enseigne. Non. Il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune sympathie. Il y a beaucoup de bêtises, ça ne vole pas très haut, encore une fois. Hein. Ne vous y trompez pas, hein, c'est pas terrible. Donc, mais en tous les cas, effectivement, ça ne me rend... Quand je vous dis que je ne suis pas un avocat heureux, c'est pas uniquement en raison de l'air du temps. C'est assis sur... Où que je tourne mon regard, je n'ai pas d'immense satisfaction... Pas seulement pour mes affaires, hein, pour l'ensemble. Quand je vois le sort des affaires en général en France, hein, c'est pas typique à Golnadel. Autre question? Moi, j'avais une question sur un peu la réaction de la population française dans son ensemble, parce que c'est quand même la majorité n'est pas wokiste, mais comment vous expliquez qu'elle n'ait pas vu venir cette lame de fond et qu'elle ne se soit pas levée, j'allais dire, contre cette lame de fond wokiste, islamo-gauchiste, et comment vous voyez l'avenir, finalement, et les moyens d'y mettre fin? Bon, écoutez, la population française, elle a été, je veux plaider quand même les circonstances atténuantes. Elle a fait l'objet d'une décérébration. Pardon, elle était totalement décérébrée par le monde médiatique, par l'ambiance, par le chantage au racisme. C'est pas terrible, vous comprenez? C'était le monde artistique également. Sans doute. Mais ça, là, c'est le conformisme. Le conformisme de l'anticonformisme, c'est le pire de tous. Le faux courage. Mais je veux dire, l'ensemble de la population française a fait l'objet d'une décérébration. Le chantage, encore une fois, au racisme, ça a été très, très puissant. Très puissant. Donc, moi, je n'en veux pas. Très sincèrement, je n'en veux pas du tout à la population française. Encore une fois, les Français, en général, ils sont capables de... Si j'essaye un tout petit peu de généraliser, pas de grande saloperie et pas non plus de grand terrorisme. Et héroïsme. Hein. Mais elle a été mise dans le vent, cette population française, et je n'y en tiens pas rigueur. Et puisqu'on parle de la population française, je trouve que dans l'ensemble, elle a plutôt bien réagi par rapport à nos histoires. Si elle n'avait pas été désinformée, elle aussi, elle a compris la population française, en dehors de, je pense, l'empathie et de la compassion qu'elle a éprouvée après le 7 octobre, je trouve. Elle a compris que nous étions dans le même bateau. Ce que j'ai essayé de théoriser devant vous ce soir, elle l'a quand même maintenant, je pense, quand même intériorisé, quand même, confusément, oui, je pense. Et je vais vous dire quelque chose, hein. Moi, je termine, j'ai vécu en Normandie, une petite ville où j'étais le seul juif pratiquement, etc., etc. J'ai connu, contrairement à Finkielkraut, lui qui était un juif imaginaire, moi j'étais un juif du réel. Et je me veux un juif du réel, vraiment. D'où ce que je vous ai dit sur la communauté organisée. J'ai connu, moi, l'antisémitisme catholique. Et mes enfants ont quitté la France parce qu'ils ont connu l'antisémitisme islamique.
J'ai beaucoup de compassion pour la population française. Beaucoup de compassion. Je me sens très sincèrement aujourd'hui, et comme je sens qu'elle a de la compassion pour moi, je les vois comme je me sens de la compassion pour elle. Vraiment. Et d'où viendra le sursaut Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il viendra. Je ne sais pas quand il viendra. Je sais simplement qu'elle sait ce qui arrive. La seule chose qui me console, c'est que l'immense majorité des Français pensent comme nous. Vous y trompez pas. L'immense majorité des Français. Je n'ai aucune... Je ne vous parle pas de l'extrême gauche. Je ne ressens pas du tout l'impression d'être incompris. Le succès de CNews, pardon de vous le dire, c'est ça aussi. Regardez le... Bon, donc, voilà. C'est fini, non? Alors, deux, c'est fini. Une question. Je suppose que vous avez entendu qu'hier a été annoncé que la venue d'une association de vétérans de Tsahal était annulée par Israël et non pas par la France, parce qu'ils avaient, j'imagine, peur des appels au boycott. Oui. Ma question, c'est évidemment pas de savoir si ça vous déplaît, parce que je pense que c'est une évidence. Mais est-ce que vous pensez qu'on en est là et que maintenant, les Israéliens ont peur, une peur véritable de venir en France? Écoutez, ce que je ne sais pas maîtriser, ce que je ne maîtrise pas, c'est combien de temps ça va durer. À supposer si par pure hypothèse intellectuelle audacieuse, allez, ça se termine, on revient au statu quo ante. Je suis incapable de vous dire si nous allons porter longtemps, toujours, ou plus du tout, le poids du génocide, entre guillemets, ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue que ça fait partie des grandes questions que je me pose. Je ne le vis, je vous l'ai dit, je le vis philosophiquement très mal, et je le vis très mal aussi pour des raisons économiques pour Israël. Voilà, je ne sais pas ce que ça va faire en Israël. Quel va être nous servons les États-Unis, mais je me sens pas une compétence particulière pour vous répondre, très sincèrement. Dernière question. Vous êtes un avocat malheureux. Moi, je suis un avocat heureux. Parce que je suis honoraire. Et si j'étais en activité, je serais aussi malheureux que vous. J'ai lu votre livre cet après-midi, et sur une tablette, pas sur du papier. Et on m'a demandé mon avis. J'ai dit j'ai adoré. Et pourquoi j'ai adoré? Parce que vous êtes pessimiste, mais réaliste. Et je partage tout à fait votre analyse. Mais ma question, quelle solution? Là, vous n'en donnez pas. Alors, je veux dire. D'abord, il me semble vous connaître. Bien. Voilà. Donc, permettez-moi de vous saluer. C'est vrai que je ne suis pas, je ne prétends pas du tout. Je pense relativement bien appréhender la réalité. Je n'ai pas de solution idéale pour nous. De vous à moi. Quand je veux, mes enfants ont fait leur alia. Je ne leur avais pas demandé de faire leur alia. J'en ai ressenti une certaine fierté. Mon fils, il y a encore 6 mois, était sous les drapeaux. Je suis désolé, vous savez, je suis désolé pour ce qui arrive aux Français non juifs, mais je pense que la solution la plus raisonnable pour les Juifs français, c'est de rejoindre Israël. Voilà.